bienvenue à cette 15e rencontre organisée par Cyrano et Lanrat. Nous avons la joie et le bonheur de recevoir aujourd'hui Monsieur Podalides à l'occasion d'un échange autour de sa mise en scène de Cyrano de Bergerac. Donc Denis Podalides, vous êtes comédien, metteur en scène et auteur. Vous avez été élève du Conservatoire supérieur d'art dramatique, puis vous entrez à la Comédie Française en 97 et en devenez sociétaire en 2000. Vous y avez interprété énormément de rôles, vous y aviez mis en scène Cyrano, Fantasio, Lucrèce Borgia, Les Faubourgs Escapins, ce que j'appelle Oubli, et donc le CID est annoncé pour 2026. Au cinéma, avez joué dans de très nombreux films, vous avez travaillé avec Desplechin, Tavernier, Deville, Haneke, les frères Larieux, Alain Resnais, Christophe Honoré, Costa Gravac, Xavier Duranger, Bruno Podalides, votre frère, et bien d'autres encore. Mais c'est sur cette mise en scène de Cyrano à laquelle nous allons consacrer cette rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, mise en scène qui a sollicité sans doute un certain nombre de savoir-faire et centres d'intérêt que nous venons d'évoquer. 1 heure pour parler de cette mise en scène d'une très grande richesse. Le spectacle avait d'ailleurs été couronné par 6 Molières en 2007 et qui soulève de multiples questions. Donc, 1 heure, ça va être un défi. Nous allons essayer de le relever. La rencontre sera structurée en différentes parties. Déjà, justement, la pièce en elle-même. Qu'est-ce que cette pièce représente pour vous? Ensuite, nous viendrons sur la question de la distribution, et puis après, nous entrerons un peu plus dans le détail de la construction, en parlant de la scénographie, de la musique, etc., etc. Donc, première étape, cette fameuse pièce, Cyrano de Bergerac. Alors, il y avait une question de la 4e B du collège Clotaire Beaujouan de Tourotte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette pièce? Quels étaient les enjeux importants pour vous dans la mise en scène de cette pièce? Partie d'un metteur en scène russe avec qui j'ai travaillé dans l'année 2002, Piotr Fomenko, grand metteur en scène russe révélé sur le tard parce que pendant des années il était interdit par la Russie soviétique. J'ai joué sous sa direction une pièce qui s'appelle La Forêt de d'Ostrovski, un grand classique russe. Ce metteur en scène a été une nouvelle formation dans ma vie, enfin a été une étape très importante. À la fin le spectacle était prêt et il m'a dit, tu dois monter Cyrano de Bergerac avec Michel Vuillermoz, qui était mon partenaire et que j'avais sollicité moi-même d'ailleurs pour entrer à la Comédie Française et jouer le rôle de l'autre personnage dans La Forêt d'Ostrovski. J'ai reçu ça un peu comme une mission. Il n'était pas dans mon idée de faire de la mise en scène à la Comédie Française. Je me voyais plutôt faire des mises en scène à l'extérieur et monter notamment des textes contemporains, notamment des pièces de mon ami Emmanuel Bourdieu. Et forte de cette mission qui m'était donnée par Piotr Fomenko, je voulais relever le gant, même si c'était très intimidant pour une première grande mise en scène à la Comédie Française. Je suis allé voir Marcel Bozonnet, qui était l'administrateur, et je lui ai fait la proposition de monter Cyrano, ce qui était un peu une sorte de bluff, parce que la pièce n'avait pas, euh, je- dans l'esprit de quantité de personnes de la génération de Marcel Bozonnet, mais aussi de la mienne, Cyrano était une pièce dépassée, une pièce qui sentait le vieux théâtre. Bon, le film avec Gérard Depardieu, le film de Rapneau, avait quand même réactivé le goût de la pièce, qui restait notamment du côté du théâtre privé, toujours une promesse de grand succès. Bref, Marcel Bozonnet accepte. Et c'est dans l'année 2000, j'ai commencé à travailler tout de suite d'ailleurs, parce qu'il l'a programmé pour la saison 2006. Euh, j'ai immédiatement travaillé, notamment avec Eric Ruff, à qui j'avais fait une double proposition, jouer Christian dans Cyrano de Bergerac et faire les décors, parce que j'avais vu un décor qu'il avait fait à l'extérieur de la Comédie Française qui m'avait absolument fasciné, fait de manière très artisanale, avec pas grand-chose, mais qui donnait un effet onirique extraordinaire. Et j'associe presque inconsciemment la pièce de Cyrano de Bergerac à l'idée de songe, de rêve, de conte, quelque chose qui est hors de tout domaine réaliste. Sans doute la perception que j'avais eue de la pièce à travers le film, c'était
même si le film a des allures assez réalistes, des décors d'époque, etc. Mais néanmoins, je trouvais que cette pièce, si on voulait la monter au théâtre aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'année 2006, il fallait passer par l'idée du conte, l'idée du rêve, et avoir notamment des décors qui ne soient pas de nature réaliste. Et j'ai été frappé aussi en faisant mes premières recherches par une phrase que j'ai trouvée qui a été prêtée à Edmond Rostand, où on disait qu'il aimait le théâtre jusqu'à ses odeurs de pissotière. Ça m'avait frappé, cette expression. Aimer le théâtre jusqu'à ses odeurs, c'est bon, les théâtres à cette époque-là, sûrement côté coulisses, étaient très mal tenus, manquaient d'hygiène, mais Rostand aimait tant rôder dans les coulisses d'un théâtre qu'il en aimait même les odeurs de pissotière. Et ça m'a donné ce goût du théâtre en tant que genre littéraire, mais aussi en tant que lieu aussi concret et aussi euh, presque déshérité que des toilettes, ça donne l'idée d'une passion du théâtre et d'un goût de l'ensemble du théâtre, les métiers qui y travaillent, les acteurs, les actrices, mais aussi les techniciens. Et très vite, avec Éric Ruff, on a eu l'idée que cette pièce devait faire travailler toute la comédie française, tous les services devaient s'employer, que nous devions être généreux en décor, généreux en costume, généreux en accessoires, comme le texte est généreux en alexandrin, en invention de toutes sortes, en multiplicité des lieux, et qu'on devait pouvoir passer des lieux aux autres euh, à vue, de façon toujours artisanale, de garder cette idée qu'on obtiendrait le maximum d'effets spectaculaires avec le minimum de technologie, c'est-à-dire simplement des moyens humains et qu'on verrait nos techniciens changer le décor, les techniciens parmi les acteurs parmi les accessoiristes, que créer toute une population sur scène. J'étais fasciné par toutes les anciennes mises en scène où on voyait 100 comédiens et comédiennes sur la scène, ce qui n'était déjà plus possible en 2006, mais néanmoins, je voulais créer l'idée que cette pièce de Rostand convoquait la foule. D'ailleurs, aussi la foule des spectateurs, puisque ça commence dans un théâtre qui est en train de se remplir. Donc la pièce, de, à chaque acte, dit son amour du théâtre, rassemble quantité de personnes, que ce soit les spectateurs du théâtre de Bourgogne, que ce soit les clients dans la rôtisserie, que ce soit ensuite les cadets. Il y a une sorte de goût, d'amour du peuple rassemblé dans un théâtre. Et ça commence comme ça d'ailleurs. Les gens sont dans un théâtre, on va voir une comédie, la chlorise, et il y a quelqu'un qui interrompt. Donc c'est une pièce qui commence d'une certaine façon et qui est cassée en cours. Il y a un théâtre dans le théâtre. Aussi tout ça, tout ça nous faisait rêver. Eric et moi, nous avions donc envie de monter notre théâtre, la Comédie Française, sur la scène de Cyrano avec Cyrano. C'est ce qui fait, par exemple, que j'en parlerai peut-être plus tard, que j'ai pensé à Christian Lacroix, dans l'idée de faire, et Christian Lacroix était venu déjà faire un spectacle à la Comédie Française, et notamment les ateliers de la Comédie Française l'avaient adoré, comme styliste, comme costumier, mais aussi comme personne. Donc ça m'a donné cette envie-là. Eric était déjà très aimé par l'ensemble des techniciens. Donc, voilà. Disons, peut-être l'enjeu, c'était de faire de notre comédie française la scène de ce grand rêve qu'est Cyrano de Bergerac. Alors justement, on peut rebondir sur le début de votre mise en scène, qui se présente aussi comme un hommage aux Français, enfin à Ah, la comédie française. voilà. Et plus largement, il y avait une question aussi d'une classe de quatrième, c'est est-ce que vous avez cherché à modifier la pièce pour qu'elle parle davantage au public aujourd'hui? Sur le choix de revenir sur finalement tous ces grands Alors, noms de la comédie française dans, et au-delà sur... dans l'idée de montrer notre théâtre, on voulait aussi montrer son passé. On voulait, et moi, je rêvais toujours sur ces sociétaires honoraires. Quand on entre dans la troupe, on voit il y a toute une liste d'acteurs, dont et je voyais Jean Piat qui avait été le grand
Cyrano de Bergerac des années 70. Et je me disais, et j'avais eu très très tôt l'idée que Cyrano, c'était une puissance, une énergie comme ça qui se transmettait d'acteur en acteur, que les interprètes de Cyrano devaient faire une chaîne et se passer pour pérenniser le rôle. Et donc j'avais eu déjà l'idée que Cyrano sortirait non pas de la salle, sortirait non pas de la coulisse, mais sortirait d'une malle à costume où il avait dormi depuis que le dernier acteur de la comédie française avait quitté le rôle, il l'avait laissé là. Donc, il sortait sous nos yeux de la malle. Et donc, je voulais que, notamment, c'était Eric qui m'avait dit ça, on n'avait pas envie que ce soit un rapport scène-salle un peu banal comme on en voit très souvent, les acteurs qui sortent, qui arrivent de la salle et qui vont sur la scène. C'est quelque chose qui, déjà dès 2005, j'étais un peu lassé de ce principe-là. Et donc, Eric avait imaginé de biseauter le décor, de le mettre un peu de guingois, de sorte que la salle où se joue la Cloris, le théâtre de Bourgogne, le théâtre fictif, était en coulisses. Et donc, je devais créer d'ailleurs j'ai fait un énorme enregistrement avec une centaine de personnes pratiquement que j'ai enregistrées et qui faisaient le spectateur de la Cloris. De sorte que le spectateur réel était dans un entre-deux. Il était lui-même dans la coulisse du théâtre de la Clorise. Euh, Tout était un peu de guingois, c'est-à-dire on avait à la fois la scène et la coulisse, et ça permettait que ça puisse venir de partout, qu'il n'y ait pas de prévisibilité du décor. Donc ça, c'était pour répondre. Et alors, on avait imaginé un écran à travers lequel on verrait et on a filmé dans la salle Richelieu même ces anciens sociétaires, ainsi que d'ailleurs d'autres spectateurs qu'on a filmés dans la salle et qu'on projetait. Et donc voilà, on avait comme ça et ça allait aussi dans cette idée de comment dire, de générosité du spectacle, ça vient de partout. Il y en a qui est à l'écran, il y en a en bas, ça arrive de jardin, de cours, ça sort de... J'avais l'idée, j'ai toujours eu cette idée-là, je ne sais plus où je l'ai trouvée, que cette pièce est un ventre. Ça gargouille tout le temps. C'est un ventre. D'ailleurs, quand on est chez Ragnaud, on est vraiment dans l'estomac même de la pièce. Euh, et donc, qu'il y ait cette vie proliférante. Et je me souviens plus de la deuxième, associer la deuxième question qui était... C'était, est-ce que vous avez cherché à modifier la Ah pièce? oui, alors bah, j'ai modifié. Je me suis moi-même livré à un plaisant jeu d'alexandrin. J'ai réécrit quelques alexandrins dont j'étais tout à fait content. Mais elle n'est pas là, Micheline Boudet. Je devais avec elle aller boire un godet. Voilà, je me suis amusé et je pense que c'est l'humour même que Rostand a dans l'alexandrin. Euh, Quand j'en ai pas un qui me revient, mais il y a quantité d'alexandrins qui sont presque des jeux de mots, qui sont des jeux avec la littérature, où on sent qu'il y a toute cette distance ironique qui ferait presque penser à, vous savez, à l'Oulipo, à des jeux de langage de ce type qui fait qu'il y a un humour dans l'alexandrin, dans la rime. Vous savez, à un moment, homme, il y a homme qui rime avec Rome ou je ne sais plus quoi. Euh, Ceux qui ont la pièce très en tête pourront le deviner. Enfin, ou alors c'est ce bobo, une rime avec le mot faire rimer le mot beau avec bobo. C'est ce type d'humour-là qui m'a autorisé à moi-même faire bouger les choses. J'ai fait beaucoup de coupures. Il y a pas mal de coupures. Si on joue intégralement la pièce, il y a des passages qui ont plus vieilli. Je comparais ça à une sorte à des toiles ou à des tissus qu'utilise Christian Lacroix, qui sont souvent des tissus très, très, très vieux et qui ont l'air de loin absolument magnifiques et brillants. Et de près, vous voyez que tout est vieux, tout est plus ou moins déchiré, rafistolé. Et j'adorais ça. C'était quand c'est vu de près, ça paraît vraiment un peu grossier, naïf et mal foutu. Mais vous le mettez un peu à la distance du théâtre, et c'est sublime. Et quand les Alexandrins de Rostand, si vous en isolez quelquefois,
moi, je les trouvais presque ridicules ou 10 fois trop précieux dans l'esprit de la fin du 19e. Vous avez quantité de poèmes symbolistes qui sont d'une préciosité presque ridicule. Mais dans le mouvement de la pièce, c'est absolument sublime. Dès que vous mettez les choses en mouvement, chacune des choses isolées a l'air de rien, mais mise, agencée parmi les autres et en mouvement, ça devient l'œil n'a pas le temps de s'arrêter sur le détail et boit le mouvement général. Donc voilà, je me suis autorisé ça. Euh, Ça ne m'a d'ailleurs jamais été reproché. D'ailleurs, tous ceux qui montent Cyrano savent que c'est dur de le faire dans l'intégralité. Ça demande beaucoup trop de monde, donc vous êtes obligé de rassembler certains rôles. Euh, et puis le premier acte, par exemple, l'hôtel de Bourgogne, c'est très très long. Si vous dilatez. Et puis il y avait parfois des blagues de Rostand, ce sont des pures blagues avec D'Artagnan, etc., qui me faisaient moins. Je gardais ce qui était drôle et puis je rajoutais comme ça. Ouais, il y a également toutes les références à Richelieu qui ont sauté. Enfin, il y a de la Oui, oh ben, joie. ouais, il y en a pas mal. Mais les académiciens, j'avais mis ceux de notre Académie française. Parce que je pense que Rostand jouait aussi, tout en mettant sa pièce au XVIIe siècle, il jouait parfaitement de l'effet de contemporanéité, des allusions qu'il pouvait y avoir. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. La pièce est devenue une sorte de monument national parce que les gens se référaient via le siège d'Arras, au rapport avec l'Allemagne, etc. Alors, on va revenir sur la distribution. Donc, vous avez évoqué Villermoz. Monte Cyrano, est-ce forcément lié à un acteur? Je crois que oui. Il me semble que d'ailleurs, dans l'histoire de la pièce, à chaque fois, c'est parti sur un acteur. Il y a eu Coquelin. Vous voyez déjà, dès la dédicace, ça m'a beaucoup intéressé. C'est les rapports de Rostand avec Coquelin. Sans Coquelin, je crois qu'il y aurait pas par exemple, il y aurait pas les non-merci. Parce que vous savez, Coquelin, à chaque fois, lui proposait de réécrire ceci, d'écrire cela. C'est lui qui lui a suggéré la tirade des non-merci. C'est lui qui a suggéré. Il voulait même faire le chant des cadets. Il voulait que ce soit lui qui le fasse. Mais alors Coquelin dit oui, mais tes camarades, finissent par être énervés. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ça aux autres, même si quand même Cyrano revient. Il faut un ogre, comment dire, quelqu'un qui mange tous ces vers, tous ces alexandrins, qui ait cette puissance d'expressivité, je pense une, euh, une démesure vocale aussi, une certaine démesure en lui-même. Euh, J'avais tout ça avec Michel, qui est très vieille amie, qui est née quasiment au goût du théâtre avec Cyrano. D'ailleurs, il y a beaucoup de tous ces acteurs. Je pourrais parler aussi de mon ami Jacques Weber, qui est un très grand Cyrano. Et d'ailleurs, je l'ai entendu il y a pas longtemps, comment il a aimé le théâtre. Eh ben, il a vu Jean Piat jouer Cyrano. Il a dit, pour moi, c'était le rêve. Et vous revoyez, chacun de ces acteurs, il y a la dimension de rêve et des acteurs qui se sentent physiquement prêts pour ce rôle. Mais on peut imaginer, d'ailleurs, un tout petit Cyrano, j'ai parfois imaginé ça, un tout petit Cyrano qui serait très frêle, mais qui doit avoir aussi une démesure à ce moment-là intérieure et une puissance quand même pour assumer toutes ces scènes et la continuité de ce rôle qui est un rôle tout à fait épuisant. Ça, je Oui. me souviens que Michel pouvait s'y épuiser parfois, même vocalement, et il a tenu parfois incroyablement. Et il y avait d'ailleurs une question de collégien. Comment avez-vous dirigé Michel Villermoz pour qu'il conserve l'énergie durant les 3 heures de spectacle? Avec Michel, nous avions fait, avant que les répétitions ne commencent, une longue tournée ensemble du spectacle Le Menteur de Corneille, dans lequel je jouais le menteur, et lui jouait mon père. Et on a mis à profit cette tournée pour répéter tous les jours ensemble, lire le texte. Et j'avoue qu'une grande part de la conception scénique, parce qu'il fallait quand même beaucoup réfléchir ça m'angoissait beaucoup j'avais 25 comédiens dans la tête à peu près, et comédiennes, et comment je suis quelqu'un d'assez anxieux de nature, comment j'allais maîtriser tout ça. Et donc, on a lu chaque jour, et ce qui fait qu'au terme de cette tournée,
entre Michel et moi, il était clair comment on traitait à peu près chaque scène. Et ça s'est inventé comme ça. Et je rappelle, dans nos chambres respectives ou au théâtre où on était, on a tout travaillé un peu dans l'imaginaire, comme ça. Elle lui apprenait son texte. Ce qui fait qu'aux répétitions, Michel et moi étions assez bien accordés. Très bien accordés, même. Il savait, il y avait des scènes, je dis, toutes les scènes intimes, on va les faire au contraire avec tous les autres acteurs, notamment au siège d'Arras. Euh, c'est pas un théâtre, l'intime, comme aurait dit un metteur en scène que j'ai beaucoup, Beno Besson, l'intime est public. L'intime, il n'y a pas de, il n'y a pas de phrases. Les phrases murmurées, en fait, elles sont jetées dans la salle. Il faut donner l'impression que ce sont des phrases murmurées dans la douceur, alors qu'en fait, elles sont expulsées vers la salle. Dans leur puissance d'expression de murmure. Mais c'est une ruse et c'est là où il faut une extrême, un toucher vocal très fort pour donner cette impression, notamment dans la scène du balcon, plus bas, de parler tout bas, alors qu'en fait, vous êtes au centre d'une scène vide et qu'il y a une salle remplie. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a élaboré Et ensuite, tout le travail, c'était de créer un chœur, un groupe, parce que j'avais remarqué que dans certaines mises en scène de Serrano qui m'avaient gêné, il y avait une hiérarchie quasi sociale, c'est-à-dire le protagoniste, un, tout seul à l'avant, la vedette. Deuxième rang, les six autres personnages importants, et Christian, Roxane, euh, j'en avais dénombré six, Guiche, euh, de Guiche, etc. Et puis la Valtaille, derrière, le peuple. Là, souvent des figurants figés dans le décor, juste en voyant. Non, je voulais pas ça. Je voulais un grand orchestre avec évidemment un soliste, mais plusieurs solistes, et que dans ce grand orchestre, il y avait aussi des parties que tous les rôles soient extrêmement travaillés, tout le monde en mouvement et tous reliés par la chose capitale dans ce texte, c'est l'Alexandrin de Rostand, qui est un Alexandrin incroyablement festif, qui est un véritable feu d'artifice, au sens feu, c'est-à-dire il brille, il chauffe, et en même temps, il part comme un feu d'artifice. Il est complètement éclaté, cet Alexandre. Vous prenez dès le début de la pièce, j'adore ces alexandrins, si vous les voyez, ils sont disposés sur la page en cascade, et ce qu'il faut, c'est relier pour que le spectateur entende presque certaines unités d'Alexandre. Ce qui supposait que les acteurs, qui arrivaient de partout, qui ne se voyaient même pas, d'ailleurs, c'était à l'oreille, qu'il n'y ait pas de temps à l'intérieur d'Alexandrin, notamment sur le début, très peu de temps entre les mots pour qu'on puisse déjà percevoir le mouvement poétique. Parce que tout ça, c'est avant tout un très grand poème. Dans cette fin 19e, la poésie est encore presque l'art littéraire dominant. Euh, Baudelaire est devenu une grande... il y a Rostand, d'ailleurs, c'est plus rêvé, je pense d'abord au départ en tant que poète qu'en tant que dramaturge. Il est venu au théâtre, mais parce que ses poèmes, sa femme en écrivait beaucoup, Rosemonde Gérard. Donc la, la substance de ce texte, pour moi, elle est de nature poétique. Ça rejoint l'idée de rêve, de conte dont je parlais au début. Donc c'était créer ce grand orchestre et que chacun soit à sa place avec son point de départ, son point d'arrivée et comment l'alexandrin circulait. Je le voyais comme une sorte de grand filet qui rassemblait tout le monde et on tirait les mailles et on avait un ensemble à la fois complètement éclaté, cet alexandrin éclaté, et en même temps resserré par les mailles du filet. C'est comme ça qu'on attrapait ce gros poisson qui était la pièce Cyrano de Bergerac. merci pour ces éléments de réponse. Il y avait aussi, alors je ne sais pas si certains veulent la poser en direct, mais beaucoup de questions sur justement réussir ce défi. C'est-à-dire, bon, déjà combien de temps, tous ces corps de métier réunis, tous ces comédiens réunis, etc. Il y a beaucoup de classes, de collèges en particulier, qui ont posé des questions sur, OK, combien de temps, comment ça fonctionne, comment faire travailler tous ces corps de métier ensemble. Alors, bah, ce sont des départements séparés, évidemment. Dans l'année, pour être prêt en 2006, il fallait commencer le travail
j'ai rencontré d'abord Christian Lacroix, qui travaillait encore énormément à ce moment-là en tant que couturier de maintenant la haute couture. Donc, j'ai été voir des défilés de haute couture. Et ça m'a donné l'idée d'intuition. Je voulais que le costume soit un principe aussi de l'enchantement de l'ensemble. Et que je pensais aussi à ce que nos ateliers puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Les, les couturiers et les couturières de la Comédie Française, ils sont ravis quand on leur demande des costumes avec des collerettes, des chemises empesées, des pourpoints à fabriquer, etc. C'est tout leur art qui est convoqué. Et je voulais absolument qu'il y ait ça, toujours dans cette dimension de rêve, de conte, que tout personnage qui apparaisse ne sortent pas de la vraie vie, mais sortent de nos mâles, sortent d'une sorte de savoir-faire presque immémorial. Et Christian partageait totalement, à la fois, Christian a une sorte de connaissance du costume dans son histoire, et c'est par exemple, très très vite, on a eu envie de croiser le costume du 19e et celui du 17e, de faire des superpositions, parce que moi, je partais complètement de l'idée que c'était pas du tout une pièce du 17e, de ne surtout pas oublier que ça s'était écrit vraiment à la toute fin du 20e siècle, avec des contemporains qui pouvaient être Rimbaud, qui étaient Mallarmé, qui étaient Baudelaire, les poètes symbolistes de la fin du siècle, le surréalisme en gestation à travers déjà certains esprits des Esseintes, Huysmans, etc. Il y avait quelque chose de fin de siècle, c'est-à-dire quelque chose qui finit et quelque chose qui commence. Et d'ailleurs, je m'étais fait cette remarque, c'est quand même la dernière grande pièce en alexandrin qui remporte un grand succès, aussi bien public que critique, parce qu'après, la pièce en alexandrin, c'est quasiment terminé, même chez Rostand. Il n'y a plus aucune pièce, même quand ce serait l'Aiglon ou que ce soit Chanteclair, qui peuvent être des choses avec brillants, ça n'a pas la vitalité de Cyrano. Donc cet alexandrin, ce grand feu d'artifice, qui est feu et artifice en même temps, eh bien il finit là. C'est la fin de quel. Après, il va y avoir la Grande Guerre qui va balayer tout ça. Le théâtre va se renouveler autrement, va partir complètement d'ailleurs. Et donc, il y a à la fois un feu d'artifice et un grand crépuscule de l'Alexandrin au théâtre à travers Cyrano. Et on voulait rendre compte de ça. À la fois ce souvenir du 17e, ce souvenir des grandes pièces du 17e, du grand art baroque du 17e, mais aussi le 19e, parce que Rostand, il écrit en pensant beaucoup moins à Corneille qu'à Victor Hugo, qui est un peu son modèle dramaturgique. Et donc, j'avais envie comme ça qu'on superpose 17e, 19e, et Christian a créé ses costumes. Il s'est inspiré totalement à la fois de l'un et l'autre. Il a en plus une connaissance du 19e. Et si vous voyez chaque costume, il y a des éléments du 17e et des éléments euh, du 19e, notamment tous les bourgeois qui arrivent au début, les chapeaux, etc., jusqu'à ce que et on faisait même un bond dans l'histoire, puisqu'à partir d'Arras, on a mis des costumes de poilus, De Poilu de la première. avec des casques de poilus, mais aussi des tricornes. Voilà, la Grande Guerre allait passer par là-dessus, la Grande Guerre qui a, d'une certaine, pas complètement, mais mis fin au mythe de la pièce en alexandrin. Mm. Alors, il y a une question qui vient du collège de Rabat. Quelle a été pour vous la scène la plus émouvante et éprouvante, émotionnellement et physiquement? Alors, la plus émouvante, bah, c'était quand même, il y en a eu plusieurs. Je ne pourrais pas, il y a la scène du balcon, parce que nous avions aussi une gageure scénique dans ce moment-là, où tout l'honneur aussi d'Éric Ruff en tant que décorateur, c'était très touchant à voir, parce que il jouait Christian, donc il était présent en scène, et il avait l'œil sur le décor, puisque c'est à ce moment-là, moi je voulais un moment, toujours dans cette idée onirique, c'est que Roxane soit suspendue en l'air, soutenue par le fil des mots, que c'était l'alexandrin qui la faisait flotter dans l'air, produit du rêve de Cyrano et du rêve de Christian matérialisé. Donc, on avait imaginé avec Eric, je me rappelle très bien de ce jour-là, où j'étais face à la maquette du décor, et je lui ai dit, tu vois, j'aimerais bien que vous, le décor, j'avais juste poussé le décor sur le côté, et je lui ai dit, et là, alors qu'on la voyait derrière la fenêtre, soudain, on voit une sorte d'ange, l'ange c'est cette espèce d'amour
c'est la concrétisation d'une espèce d'amour irréel de Cyrano qui aime, parce que finalement, il y a une chose très importante, c'est que finalement, dans cette pièce, personne ne fait l'amour. Euh, euh, Tout le monde, d'une certaine manière, reste chaste. Christian, Cyrano et Roxane font une seule entité, euh, mais qui ne se réalise pas dans l'amour. Et donc, je voulais voir ça, ma petite triade, ma chimère, c'est-à-dire Christian Cyrano, qui sont un seul et unique personnage, parce que c'est la chimère Christian Cyrano que Roxane, dans l'air, aime. Donc voilà, vous avez ce trio qui fait une espèce de système poétique et plus de décor, simplement la grande toile végétalisée, comme on l'appelait, qui était sur le fond. Et donc, c'était une gageure, c'est-à-dire que les acteurs, et Eric lui-même, soudain, se mettaient à pousser cette grande ferme et il y a eu un travail technique euh, pour consolider la structure, pour la rendre moins bruyante et la rendre maniable. Elle était reçue aussi par des techniciens qui étaient sans troubler le fil de la scène poétique, la déclaration d'amour de Cyrano avec Françoise Gillard, qui attendait quelquefois qu'on oubliait, qui était suspendue dans les cintres, euh, qui était elle était assez haute. Et en plus, elle travaillait des postures, c'était physiquement extrêmement et on a mis beaucoup de temps à ce que techniquement on arrive à une forme de perfection, si on peut dire. Donc c'était très émouvant de voir à la fois la scène prendre techniquement et aussi le verbe comme ça. À un moment, il y avait la place plus que pour l'alexandrin et de voir Françoise toute seule avec la voix de Michel qui la faisait voler pratiquement. Il y a ça, il y a la toute fin aussi, quand j'ai découvert quand avec Eric eu le décor nous avions décidé que la fin, il y aurait, les décors seraient tous au fond, visibles comme mémoire de toute l'histoire. Et donc, il y avait toute la pièce qui se voyait, et même au sol, puisque on avait décidé de ne pas balayer, que les coquelicots restaient là, comme des taches de sang aussi du siège d'Arras, les lettres par milliers j'avais eu cette idée qu'il fallait absolument voir non seulement les lettres, mais il faut les voir les lettres presque comme les feuilles mortes. On identifiait la lettre à la feuille morte et que tout ça jonchait le plateau de la salle Richelieu. Et quand on arrivait à la fin de la pièce et qu'on baissait dans la lumière et que Roxane se rendait compte que de choses qui sont mortes, qui sont nées, à la fois l'immense échec de cet amour non réalisé, et l'immense beauté de la fin de la pièce crépusculaire, que tout se résorbait, se finissait là avec la mort de Cyrano. Évidemment, là, l'émotion était à un point, à un degré d'ailleurs, quand j'ai découvert la première, j'étais j'étais sidéré par l'émotion qui me prenait moi-même, alors que j'étais dans un trac continu, savoir si on allait mener jusqu'au bout ce grand édifice qui était fragile aussi, qui était immensément fragile d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'il demandait aux acteurs et aux actrices. Quand je parlais d'un ventre tout à l'heure, les coulisses, le foyer, il y a les acteurs me le disaient après. Eux, la pièce ne s'arrêtait jamais parce que quand ils sortaient de scène, ils changeaient de costume, ils remettaient un costume de cadet, ils remettaient un costume de bonne sœur, ils remettaient, etc., etc. Ça n'arrêtait jamais. Donc, il pouvait y avoir, il y a eu des grains de sable qui ont, et pourtant, non, à chaque fois, parce que toute la comédie française a mis un point d'honneur à porter ce Cyrano au devant du public en montrant avec l'idée que chaque service montrait tout son savoir-faire. Alors, il y a une question de Lisa Jourdan. Pourquoi avez-vous supprimé l'arbre contre lequel Cyrano s'appuie en mourant à la fin? Alors, on vient de parler des feuilles mortes, donc c'est peut-être une... Oui, alors l'arbre, il était plus symbolique pour moi. L'arbre, en fait, à un moment, Michel se mettait à l'avant-scène et il ceinturait. Et pour moi, il prenait l'arbre. L'arbre était en fait en plein centre de la salle. Et on jouait de gobos, c'est projecteurs, c'est le feuillage. En fait, c'était comme si l'arbre du public n'était pas visible parce il aurait occupé la salle entière. C'était une sorte, vous savez, c'est parce que je me disais, soit il faut un sublime arbre, mais comment on va mettre ça sur sur la scène? Parce que là, j'avais
le film de Rapneau dans la tête. Dans le film de Rapneau, l'arbre, c'est absolument magnifique, mais c'est un arbre, ces arbres gigantesques qui sont comme ça dans les abbayes, dans les jardins des abbayes. J'avais pas envie d'un petit arbre euh, transportable qu'on aurait rameuté comme ça. Je préférais qu'on ait de l'arbre que l'ombre et les feuilles qui tombent. Voilà. Une question presque technique du Oui. collège de Rabat encore, c'est comment faites-vous et comment les comédiens font pour apprendre autant de textes? Ah ben ça c'est le principe du métier. Les acteurs médiens, les comédiennes sont payés pour ça. C'est-à-dire ils doivent chez eux apprendre comme n'importe qui apprend un texte par cœur. Apprendre par cœur, ça veut dire rabâcher, ressasser, répéter, non pas 10, non pas 100, mais 1000 fois, reprendre à zéro, oublier, se rappeler, réoublier encore. Relire, réapprendre, c'est un travail à la fois complètement stupide quand on y pense, parce que il y a un moment, il faut, c'est juste c'est se gaver comme une noix d'un texte. Et puis aussi, c'est là où ça demande un certain amour des mots. Moi, j'aime ce travail de mémorisation. Je le fais volontiers parce que à chaque fois que je le fais, je laisse tout ça bouillonner inconsciemment. Je ne préjuge pas de manière de dire les vers, par exemple, mais ça fait naître en moi quantité d'images. Le fait de répéter à l'infini suscite, vous savez, une sorte de parole automatique, hein, comme les surréalistes, un babil, qui fait que bah, la mémoire met en place, alors ça prend du temps. Mais comme je disais, nous sommes payés pour ça. Moi, j'ai besoin que les comédiens, au premier jour, sur le plateau, ils aient déjà appris. Parce que quand on joue, on ne se souvient plus en fait du texte. On le dit par cœur, c'est-à-dire que ce n'est plus un acte volontaire de dire par cœur. Ça nous vient. C'est comme n'importe qui sait les paroles de Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierre. Quand je dis ça, je ne pense pas, je vais dire mon ami Pierrot en deuxième. Ça me vient, je le sais. Voilà. C'est devenu de la chair. C'est consubstantiel à la chair. C'est comme ça que les acteurs doivent. Alors après, il y a un exercice qu'on faisait et qui était devenu presque notre exercice du quotidien, c'était l'italienne. C'est-à-dire que je disposais les acteurs d'abord comme un orchestre, et puis on faisait, allez, acte un. Dès qu'il y avait un trou, un vrai trou au sens où silence, on tombait, je prends le début de l'acte un, et bien on recommençait à zéro. Voilà, hola, vos 15 sols, j'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevau léger de la maison du roi. Vous, je ne paie pas, mais je suis mousquetaire. On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Vous voyez, je faisais aussi des effets de rejet comme ça, parce que mousquetaire rime avec parterre. Donc, pour faire entendre la rime, je suis obligé de dire on ne commence qu'à 2 heures. Et pour respecter les 12 pieds, je faisais on ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide, faire un rejet pour qu'on entende la rime mousquetaire par terre. Donc, c'était travail de diction et travail de mémorisation et travail de rythme aussi, pour que tous ces alexandrins apparaissent naturellement. Donc, ça supposait, ça les faisait aussi travailler le Alors, par cœur et ça échauffait tout le monde. il y a aussi il y a des questions. Est-ce qu'il y a des occasions où le texte a continué à vous surprendre, ou des émotions vous avez retrouvé des émotions de répliques que pourtant vous connaissiez par cœur, de moments que vous connaissiez par cœur et qui vous ont à nouveau saisi. Et il y avait une autre question. Oui. Est-ce que la mise en scène a évolué au cours des 10 ans finalement où le spectacle a tourné? Alors, finalement, elle a assez peu. J'ai fait d'autres mises en scène qui ont plus évolué. Je pense à Lucrèce Borgia ou au Faubourg Scapin. Euh, Celle-ci, il y a eu des différentes Roxane, il y a eu différents Christian. Ça change toujours un peu selon les acteurs. Andrzej Severin dans De Guiche, c'était pas du tout la même chose que il y a eu Christian Claret, il y a eu Thierry Ansys, il y a eu Didier Sandre. Mais ce sont des choses, changements concertés, mais je dirais pas que de l'extérieur ça change beaucoup. C'était dans la perception d'un personnage par celui qui l'interprète.
Il n'y a pas eu de grand changement scénique. Scéniquement, il n'y en a eu aucun. On retombait toujours sur nos pieds, notamment parce que c'était une telle organisation technique, la gestion des accessoires, la gestion de ce qu'on appelait les fermes, c'est-à-dire ces grands décors mobiles, parce que finalement, ce ne sont toujours les mêmes éléments qui se composent et se recomposent. Le décor de l'acte 1, c'est basé sur l'arrière de nos décors. Nos décors sont toujours en toile de jute quand on les voit de l'arrière, enfin, de ces couleurs-là, et il est retourné sur l'acte 3. Donc, tout ça avait demandé un tel, pratiquement une sorte de calcul de mathématiques du décor qu'on n'a jamais touché à ça. On n'a jamais remis en question. La, par exemple, la grande valse, pendant que le décor change, les repères étaient toujours les mêmes, la valse était toujours la même, quels que soient les interprètes d'ailleurs. Donc non, j'ai assez peu retouché et volontairement et demandé toujours aux acteurs et aux actrices qui reprenaient les rôles, partez d'exactement de ce que fait le prédécesseur. Vous partez de là et les petits changements se feront de l'intérieur. Ça, j'ai répondu à la première question, à la dernière question, mais j'ai pas répondu à ça. Oui, si est-ce qu'il y a des choses qui m'ont. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y avait des moments de la pièce qui étaient souvent dans d'autres. Par exemple, là, quand la bouquetière donne à manger à Cyrano à la fin du premier acte, je ne sais pas pourquoi, j'adorais ce moment-là. Dans la première version, c'est Florence Viala qui jouait la bouquetière, et j'adorais que Cyrano, après avoir totalement révolutionné un théâtre, avoir interrompu vous imaginez dans la réalité ce que c'est que tout le monde a ce fantasme-là. D'ailleurs, quand il va au théâtre, il dit, si je me mettais à crier, je l'interromprais la représentation. Ce que je peux pas faire au cinéma. Au cinéma, je peux hurler dans la salle, je peux faire tout sauter, je n'interromps pas le film. Au théâtre, j'interromps. Et Cyrano se donne ce pouvoir. Eh bien, après avoir fait tout ça, Cyrano dit qu'il a très très faim et il mange un grain de raisin et un demi-macaron. J'adorais cette frugalité qui est très importante dans le personnage de Cyrano, qui est un personnage à la fois démesuré, immense, mais c'est pas lui qui mange. Ouais. Ceux qui mangent, c'est les autres, c'est le spectateur sur le tout qui mange. Et lui, il est tempérant, il est délicat, et c'est tout sauf un, enfin je disais un ogre. C'est pas, en fait, quand je dis c'est pas le bon mot d'ailleurs. C'est faut jamais dire que c'est un ogre, au contraire, parce qu'il mange trois fois rien. Et par contre, les mots dans les mots, alors oui, il est un ogre de mots, mais peut-être que les mots, d'ailleurs, il ne les dévore pas, il les restitue plutôt, il les donne, il les cisèle, il les construit. Et j'adorais, et je m'étais dit, entre la bouquetière, voilà un moment, parce qu'on sent bien que cette bouquetière, elle est très fascinée par Cyrano. Et je voulais que ce soit une scène d'amour, que Cyrano, un instant, regarde cette bouquetière et se dit, tiens, j'aurais peut-être pu aimer cette femme, et elle soit là, elle pourrait presque lui dire, vous savez, je vous aime, qui est l'embryon d'une scène d'amour. Et j'aimais beaucoup parce que c'est un enchaînement de deux, trois alexandrins, mais j'aimais beaucoup ces toutes petites séquences qui sont comme des petites années. Je comparais ça à vous savez, comment ce poète du XVIIe qui écrivait plein de petites histoires, les histoires de c'est pas Bussy Rabutin, mais on a ça dans le grand roman bon. J'aimais bien aussi le vol, le tire-laine qui vole dans la poche de Christian. Donc, on mettait beaucoup de soins, on prenait beaucoup de temps pour monter ces toutes petites séquences pour qu'elles soient concrètes. Ou le bourgeois j'adorais ça, c'était Michel Robin qui était un acteur que j'adorais, qui pestait contre le théâtre actuel. J'adorais mettre en scène devant le public de la Comédie Française, qui est souvent un public qui est c'est moins le cas aujourd'hui, mais très très réac. Et j'adorais leur donner un spectateur hyper réac. Et j'avais même ajouté des petits alexandrins pour lui. Voilà. Donc je m'amusais beaucoup de ces toutes petites séquences qui permettaient toujours de garder l'attention du spectateur. J'ai pas parlé de Ragno, mais j'adorais tous les moments avec Ragno, la femme de Ragno. J'aime beaucoup tous les tout petits personnages. J'ai toujours essayé de donner à chacun de ces petits personnages le maximum de présence sur la scène. Alors, il y a une question du collège Truffaut de Strasbourg, la quatrième. Vous avez dit que vous n'étiez pas devenu acteur. Si vous n'étiez pas devenu acteur, vous auriez été professeur. Quel lien voyez-vous entre les deux métiers?
Bah, la parole, sans doute. L'usage, l'art de la parole, de parler à une audience, à une assistance, et d'essayer de les convaincre, de les persuader, de les toucher, de les faire rêver, de les faire rire. Je pense qu'un professeur fait tout ça. Et notamment, moi, je me destinais aux lettres. J'ai toujours, vous voyez, derrière moi, il y a quantité de livres, et ça, c'est juste un tout petit, parce que je suis dans un bureau, mais j'en ai plein d'autres, des livres. Donc j'étais comment dire un littéraire depuis toujours. J'aimais écrire, j'aimais lire et je me destinais très naturellement à enseigner les lettres. Ensuite j'ai découvert la philosophie et j'ai pensé enseigner la philosophie. Et puis j'aimais depuis toujours le théâtre et un jour je suis entré au conservatoire et là quand même Michel Bouquet qui était mon professeur m'a dit va quand même falloir se décider là. Un jour, il faut choisir et je ne voulais renoncer à aucun des deux, moi. Et ce qui me posait des tas de problèmes vis-à-vis de certains camarades devant qui j'étais une espèce d'intello débarqué au conservatoire. Et puis pour mes camarades de fac ou de cagne, j'étais un espèce d'histrion qui cherchait, parce que je répétais dans les salles de cours quand j'étais au lycée Henri IV. Enfin voilà. Mais j'ai toujours un très grand goût de la. Quand j'ai joué un professeur de lettres dans un film qui s'appelle Les Grands Esprits, j'ai adoré ça. J'ai eu le sentiment de faire enfin mes deux vocations se rencontrer. Pour revenir sur le spectacle, un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la place de la musique. Très important, hein. Ouais, ouais, Alors la musique, eh bien, alors depuis d'ailleurs Cyrano, j'ai toujours travaillé comme ça. Je savais qu'il me fallait de la musique. Je savais que je ne pourrais pas avoir une musique de scène réelle avec un orchestre, hein, ce qui se faisait. Normalement, il y avait un orchestre dans la fosse. Je n'avais pas envie du. Je savais ce que je ne voulais pas, c'est une sorte de musique accompagnement, une musique du 17e, clavecin, luth, théorbe, etc. Euh, je voulais pas une musique spécialement contemporaine, encore que j'en ai utilisé quand même. Et j'ai écouté tout ce qui se faisait au moment où Rostand a écrit la pièce. Et un peu en avant, un peu au-delà. ouais. Et même un peu au-delà, parce que j'ai pris des choses plus du XXe siècle finalement. Et un jour, je suis tombé sur la sérénade de Stravinsky dans Pulcinella. Pulcinella. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai le thème. J'ai toujours besoin de chercher une sorte de thème qui est un thème narratif, qui n'est pas forcément un thème illustratif, mais un thème narratif qui m'aide à raconter l'histoire, qui quand qui fait, tu sais, l'espèce de fonction, vous savez, du petit jingle qui nous disait, enfant, tournez la page. Voilà, le blim blim, tu peux tourner la page. Et j'avais besoin de ce thème qui soudain me lavait la scène, pouvait d'ailleurs, parce que je savais qu'on aurait tous nos changements à vue, donc, une fois que j'ai trouvé ce thème, j'en ai trouvé quantité d'autres, et beaucoup chez Stravinsky, aussi toute la musique. Ce sont des suites orchestrales chez Ragnou. Je trouvais que ça allait merveilleusement avec ce qu'avait fait Eric. Euh, ouais, j'ai écouté tout Stravinsky. À partir du moment où j'avais trouvé ce Pulcinella, j'ai épouillé, si je peux dire, Stravinsky. Et puis aussi, il y a du piano de Ravel, beaucoup de choses de Ravel dans l'onirisme, notamment pour les feuilles. Les feuilles mortes, c'est beaucoup Ravel. Il y a eu tout un son construit parce que j'avais fait des enregistrements dont j'ai parlé au début pour créer la salle de la Chlorise. Euh, J'avais fait un montage. D'ailleurs, tout le début de la pièce commençait par, on entendait notamment la voix de Jean Piat. J'ai fait un mixage de tous les anciens acteurs qui avaient joué Cyrano. J'avais adoré faire ça. J'ai toujours aimé la radio. J'adore écouter France Culture. Euh, tout ce qui me parvient des voix. Alors, j'avais une bande sonore comme ça avec Bernard Valéry, avec qui je travaille toujours je- depuis, même avant. Euh, j'ai eu un immense plaisir à tout travailler en musique, notamment grâce à Stravinsky et Ravel. Quel conseil donneriez-vous pour les élèves pour mieux comprendre le texte? Je pense que voir le film de Rapneau, c'est pas mal. Il est très clair sur le texte. Il a coupé beaucoup de choses, hein, Rapneau.
mais je pense qu'il a remis un peu Cyrano au centre du paysage. On était notamment théâtralement, après Jacques Weber, qui avait été un immense Cyrano. Euh, Moi, je sais, par exemple, ma génération, on n'aimait pas la pièce. Moi, si Fomenko ne m'avait pas dit, il faut que tu montes Cyrano, je suis même pas sûr que j'y aurais pensé. Je sais que Michel adorait ça, mais moi, ça me semblait du vieux théâtre. Et mes metteurs en scène qui m'ont formé, Jean-Pierre Vincent, je n'ai pas parlé avec lui d'ailleurs quand j'ai fait Cyrano, mais il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est du vieux théâtre bourgeois. En plus, les nationalistes avaient récupéré pratiquement dès la pièce les mouvements nationalistes ou le boulangisme, etc. C'est intéressant du point de vue historique. On va essayer de récupérer la pièce en disant voilà, c'est une pièce qui est contre l'Allemagne, c'est l'art, l'esprit français, français, français. Il n'y avait que ce mot-là à la bouche. Et donc, il y a eu, c'est forgé l'idée que c'était une pièce, une grande pièce de droite qui célébrait euh, cocardière au possible. Il y a des mises en scène qui mettaient des drapeaux français absolument partout. Euh, donc voilà, et tous ces metteurs en scène qui étaient pour moi issus de ceux qui m'ont formé, ils étaient issus de l'après-guerre de Brecht. Rostand n'était plus du tout un auteur, alors même pas à la mode, il était carrément détesté. Et donc le film c'est un très très beau film, il faut le voir par l'interprétation. Il y a aussi mon ami Anne Brochet qui joue Roxane, qui était une très grande Roxane. Je l'ai revue il n'y a pas très très longtemps et Depardieu était sublime. Euh, euh, donc voilà, commencer par là pour un peu apprécier ce qu'il y a dans le ventre de cette pièce. Et puis ensuite, c'est la lecture. Il faut lire, faut rêver avec. Je ne sais pas. Moi, j'aime lire. Je lis ça. Qu'as-tu rimé de neuf, Ragueneau, et qui vous aime, Cyrano qui écrit son poème en même temps. Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un humour. Faut aimer le langage. Faut aimer le langage pour tout ce que les mots peuvent nous donner, même quand ils ne disent rien. Si finalement, même quand ils ne font. Faut aimer la poésie. Je pense que si on n'aime pas la poésie, si on cherche simplement une espèce d'illustration de je ne sais quoi, de violence, par exemple, avec l'acte 4 qui n'est pas du tout en fait un acte violent, puisque les cadets sont en train de crever de faim, c'est plutôt un acte qui dit la bêtise, la folie de la guerre, euh, le goût de la scène d'amour, quand même. Sur le choix du Cid, parce qu'il y a quand même presque un point commun entre le Cyrano et le Cid, c'est cette question d'une pièce qui paraît un peu datée aussi. Enfin voilà, Oui. ouais, voilà. Donc peut-être pourquoi ce choix pour, Alors, de même que Cyrano, finalement, m'a été confié comme une mission par Fomenko, c'est Eric Ruff qui m'a demandé de monter le CID et j'ai énormément hésité. Comme il m'avait demandé de monter Scapin, je suis un metteur en scène à la commande, moi. Et j'ai fini par accepter parce que j'avais Benjamin Laverne en tête. Un peu comme j'ai eu Michel Villermoz en tête. Euh, et à partir de là, j'ai un peu comme Cyrano aussi, relevé le gant. Ah oui, c'est vrai que c'est une vieille pièce, c'est un vieux triomphe, c'est vieux triomphe. Et c'est embêtant parce que c'est des pièces que normalement elles ont un succès assuré. Et puis en même temps, vous dites, mais pourquoi c'est aussi des pièces qui traînent dans la tête des gens. Tout le monde a une mémoire du Cid comme une mémoire de Cyrano, sans forcément avoir lu un vers de la pièce en question. Donc j'aime bien jouer avec tout ça. Je joue avec la mémoire des pièces, avec la mémoire littéraire, avec ma mémoire à moi. C'est-à-dire que je n'occulte pas, par exemple, Gérard Philippe, même si peut-être Gérard Philippe ne dit plus rien à personne. Moi, je vais trouver des choses dans la mémoire que j'ai moi, et même d'autres de Gérard Philippe. C'est-à-dire que les gens euh, ont superposé vraiment le rôle de Rodrigue à Gérard Philippe. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça racontait de l'époque? Je m'intéresse à tout ça. Et puis, je travaille avec aussi Christian Lacroix et avec Eric Ruff, avec les mêmes d'ailleurs. Et je suis sans doute un peu les mêmes méthodes. Je travaille avec beaucoup de musique, là, musique plutôt d'ailleurs d'inspiration Moyen-Orient, moyen-orientale, mais par Jordi Savall, qui est un grand musicien baroque.
Je cherche beaucoup de thèmes de percussion. Je n'occulte pas que c'est du théâtre baroque. C'est un théâtre qui dit le théâtre aussi. D'ailleurs, on retrouve des choses de Cyrano, comme ça. Il y a l'amour du théâtre. C'est une pièce où Corneille, un peu comme Rostand, fait un coup d'éclat. Et il est fasciné par l'idée même de coup d'éclat, l'idée d'éblouir, faire du théâtre qui soit une sorte d'invraisemblable, de vraisemblable et inventer le vraisemblable extraordinaire. Enfin, il y a chez le jeune Corneille, dramaturge, une sorte de volonté d'éblouissement. Euh, c'est pareil, c'est du théâtre qui célèbre le théâtre. Il y a de ça, et là, je découvre en relisant beaucoup une certaine idée de l'amour. Je pense que c'est le cœur de la pièce, c'est une certaine idée de l'amour. C'est pas, contrairement à ce que dit la traduction, une opposition entre le devoir, l'amour et le devoir. C'est plutôt, c'est à l'intérieur même du sentiment, entre la gloire du clan, le nom du père, la vengeance obligatoire et la gloire de l'amour. Et en fait, le Cid, il met l'amour aussi haut que le devoir. Et c'est ça qui lui cause tous ces problèmes. Et Chimène fait de même. C'est-à-dire, par rapport à la génération des pères, qui placent l'amour pas du tout au même niveau, parce que son père lui dit clairement, il y a une scène très belle que j'avais oubliée, de rupture de Dieg avec le Cid, avec son père et fils, où le père lui dit, bah écoute, une deuce de perdu, 10 de retrouvé. Il lui dit vraiment ça. Et euh, à partir de là, euh, Rodrigue rompt avec son père. Il ne lui doit plus rien. Il l'a vengé. Il y a quelque chose qui nous rappelle un peu Hamlet. Euh, donc voilà, c'est cette idée, c'est ça que je creuse. Et je trouve que ça rime assez avec aujourd'hui l'idée de l'amour euh, lié à la volonté et pas tant lié au désir. Que l'amour est une construction volontaire, une chose qui s'élabore et pas un abandon au désir physique, au désir ressenti. Il y a aussi bien chez Rodrigue que encore plus chez Chimène l'idée que l'amour est une œuvre, quelque chose qu'on invente à la fois pour soi mais qui a aussi son héroïsme et qui crée un devoir. Voilà. Bon, je pense que c'est une très belle parole pour clore cette rencontre. Mille merci pour Merci à vous.